Bonjour à vous, camarades et citoyens, camarades et citoyens, camarades et citoyennes. Alors aujourd'hui, on va parler d'une des formes du gauchisme, à savoir l'anarchisme. Donc, dans les formes du gauchisme que je devrais évoquer, par ailleurs, il y a l'anarchisme, il y a le conseillisme, le trotskisme, le maoïsme et le wokisme, le postmodernisme, le gauchisme culturel. Bon, il se trouve que il y a les trois formes de gauchisme que sont le conseillisme, le trotskisme et le maoïsme sont des courants du marxisme. Il se trouve que le wokisme n'a pas de rapport direct avec le socialisme, mais plus avec une certaine gauche culturelle. Quant à l'anarchisme, c'est encore autre chose. C'est un courant du socialisme, mais pas que du socialisme. C'est-à-dire que le sujet, c'est pas tellement le mode de production de cette idéologie-là. Le sujet, c'est le rapport à l'État. Mais c'est un courant qui peut se situer dans le socialisme selon certaines de ses prétentions de certains de ses courants, mais qui se situe absolument pas dans le marxisme, puisque pour le marxisme, il est question de prendre l'État et de faire la révolution en prenant l'État et en prenant le pouvoir d'État pour transformer les rapports de production. Du point de vue de l'anarchisme, il n'est pas question de prendre pouvoir à l'État. Du point de vue de l'anarchisme, l'État, il est méchant. Du point de vue de l'anarchisme, l'État, l'autorité, c'est mal. Hein, et c'est en ça que c'est une voie de garage comme le peut être l'être le conseillisme, le trotskisme ou le maoïsme ou le postmodernisme, voilà, ou le wokisme. Pour d'autres raisons par ailleurs. Mais voilà. Donc, qu'est-ce qui caractérise l'anarchisme en tant qu'idéologie? Eh bien, c'est que malgré un certain nombre de courants différents de l'anarchisme, il existe des points communs entre les anards. Ces points communs sont évidemment le refus de l'État, le refus d'un centralisme au profit du fédéralisme, le refus de l'autorité ou de la hiérarchie. À cela, s'associent évidemment quelques petits problèmes. Les petits problèmes, c'est comment on garantit une fonction publique et des services publics si c'est bureaucratique, d'avoir des fonctionnaires, d'avoir un État qui fonctionne, d'avoir une centralisation pour assurer tous ces services-là. Du coup, c'est le marché qui remplace la fonction publique, qui remplace les services publics. Hein. Si vous n'avez pas de services publics, vous avez tout à fait des chances que ce soit des rapports de force ou des rapports euh, marchands qui remplacent la collectivité. L'inégalité en droit à travers le territoire, puisque ça c'est le fédéralisme, c'est-à-dire que vous avez une loi différente selon que vous êtes à Paris, à Lyon, à Marseille, à Toulouse ou à Brest. Donc vous avez une inégalité entre les citoyens d'un même pays, même si c'est vrai qu'ils ne conçoivent pas toujours le fait d'être du même pays, enfin, ils ne conçoivent pas toujours la nation, les anards. Du coup, entre les différents citoyens d'un même pays, vous avez une loi inégale parce que chaque bout de territoire a, selon le principe du fédéralisme, appliqué sa propre loi. Donc c'est une puzzleisation du droit qui est assez problématique. Comment on fait en sorte d'être des démocrates, d'avoir des institutions démocratiques, ou d'avoir à minima juste des institutions et des libertés publiques quand c'est pas formalisé. Parce qu'il y a des courants, bon, voilà. Les courants en art ont tendance à dire que c'est mal d'avoir des institutions publiques, que c'est l'État, que c'est le gouvernement, que c'est méchant, que c'est oppressif, et blablabla. Dans la même veine, pas de nationalisation, en tout cas, ou alors des nationalisations peut-être impossibles, un peu difficiles à concevoir, si vous n'avez pas d'État. En dépit que vous avez des mouvements autogestionnaires qui se prétendent collectivistes. De façon plus évidente, comment vous faites pour garantir la justice et l'ordre public, pour éviter que vous ayez une société où ça soit l'anarchie au sens le plus vulgaire du terme, au sens de l'anomie, l'absence de loi, l'absence de règles, si vous n'avez pas d'autorité pour la faire respecter, d'autorité qui soit là pour ben, réprimer ou réprimander du moins les actes de délinquance et de criminalité, et des tribunaux pour que ça soit fait relativement proprement et que ce ne soit pas des vendettas personnels entre familles qui se vengent sur des générations. Voilà. Comment vous faites aussi pour
pour avoir une défense nationale face à des pays qui veulent vous envahir? Comment vous faites pour avoir un rapport de force contre la bourgeoisie si vous n'avez pas d'État suffisamment organisé pour faire face? Comment, en tant que mouvement, si vous prétendez vous faire partie du mouvement ouvrier, comment vous faites pour vous organiser si, dans le même veine, vous refusez par principe le centralisme et les hiérarchies et le fait d'avoir des cadres, en fait, pour votre mouvement, ce qui permet de s'organiser? Et dans le cadre de la mondialisation capitaliste, si vous refusez les frontières avec l'État-nation, eh ben, vous êtes les lupins, vous êtes les idiots utiles du système capitaliste et même du système capitaliste néolibéral. Alors évidemment, il y a plein de courants dans l'anarchisme. Entre un anarcho-mutualisme, un anarcho-collectiviste, un anarcho-syndicaliste, un anarcho-individualiste, un anarcho-queer, une anarcha ou un anarcha féministe, des anarcho-capitalistes, des anarcho-syndicalistes, des nationaux-anarchistes et des anarcho-royalistes. Il y a quand même quelques petites différences. Donc l'anarcho-mutualisme, c'est Proudhon. Voilà. Donc, bon, pour l'anarcho-queer et l'anarcha-féministe, c'est vrai que c'est assez rigolo, parce que, par exemple, bon, déjà, qu'on me dise pas qu'un anarcho-queer est rebelle ou révolutionnaire, parce que quand on tombe dans l'idéalisme bourgeois avec la théorie du genre, bon, voilà, un anarcho-queer, bon, qu'on me dise pas que l'anarcha-féminisme, c'est cohérent, parce qu'en fait, j'ai du mal à comprendre un truc avec l'anarcha-féministe, c'est féminisme, c'est le fait de dénoncer le patriarcat, les violences des hommes sur les femmes, ce genre de choses. Si j'ai bien compris, c'est tout ça, mais de dire qu'à la fois l'État, il est patriarcal. Donc du coup, quand il faut aller voir la police ou la justice pour faire face aux violences qu'un conjoint peut avoir vis-à-vis aux violences conjugales, aux violences qu'une femme une femme peut légitimement se plaindre d'une violence conjugale vis-à-vis de qu'elle subit vis-à-vis de son mari, par rapport à son mari, par rapport à son frère, par rapport à son père, par rapport à un homme, si on est dans une perspective féministe, une violence masculine envers les femmes, comment vous faites pour la gérer si vous n'avez pas accès à la police ou à la justice? Parce que l'État, c'est un grand méchant État patriarcal. C'est-à-dire que j'ai du mal à comprendre la cohérence du truc, en fait. C'est comment vous articulez le côté anar, qui permet une explosion de la violence en l'absence de police et de justice, avec le côté féministe qui, à juste titre, peut vouloir dénoncer ces violences. Bon, qui peut aussi vouloir diffamer quand on voit certains courants du néo-féminisme, mais comment on peut vouloir dire le problème c'est le patriarcat, les hommes sont violents, tout ça, et face à cette violence, vouloir empêcher qu'il y ait une loi qui donne un cadre qui permette d'empêcher ou du moins de limiter ce genre de violence. Ça me paraît un peu incohérent. J'ai noté sur la fin le national-anarchisme et l'anarcho-royalisme. Alors l'anarcho-royalisme, c'est peut-être un même Internet, ou peut-être un mouvement un peu encore plus marginal que l'anarchisme lui-même, mais c'est vrai que c'est assez marrant. Le national-anarchisme, c'est également marrant parce qu'il y a des anards d'extrême droite, oui, pour le coup. C'est-à-dire des mecs qui veulent faire des communautés libertaires autogérées, mais dans lesquelles ils acceptent pas les étrangers ou les gens de couleur, ou voilà, enfin, sur des critères mélange entre le socialisme autogéré et l'ethno-nationalisme, mais dans des petites communautés libertaires. Ou alors, si j'ai bien compris, il y a des mecs qui n'aiment pas l'État parce que les États l'empêchent d'avoir leur milice pour tirer à la carabine sur les migrants. Bon, c'est-à-dire qu'il existe des courants assez extrêmes, semble-t-il, y compris dans l'anarchisme. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Alors, qu'est-ce que j'ai à dire d'autre sur tous ces courants-là? L'anarcho-syndicaliste et l'anarcho-capitaliste. L'anarcho-capitalisme me semble le courant le plus cohérent de l'anarchisme, l'anarcho-capitaliste, parce que ils assument ne pas vouloir d'État. Ils assument vouloir que le marché, que la société civile, comme ils pourraient le dire, assume à la place de l'État toutes les fonctions de l'État. Les anarcho-capitalistes, c'est des mecs qui veulent même privatiser les autoroutes, les hôpitaux, les écoles, mais aussi, qui veulent non seulement privatiser les routes, les hôpitaux, les écoles, comme les minarchistes, c'est un courant libertarien, mais qui veut aussi privatiser la police, l'armée et les tribunaux.
Donc c'est un courant capitaliste total. C'est-à-dire que tout est sur la sphère de la marchandise. Et c'est en ça qu'ils sont les anars les plus cohérents. C'est-à-dire qu'en l'absence de la collectivité, en l'absence de l'État, eh ben, ils ont l'anarchie de la production la plus complète, les anarcho-capitalistes. Ils veulent que tout soit rapport marchand. C'est-à-dire que c'est les pires des libertariens, les minarchistes étant un petit peu moins tarés, même si, bon, les minarchistes sont quand même déjà un peu particuliers, parce qu'ils veulent privatiser les routes, ou voilà, c'est-à-dire des gens qui n'aiment pas les taxes, enfin qui n'aiment pas les impôts, mais tu traverses une route, tu dois payer une taxe à ton voisin parce qu'il est propriétaire de la route, enfin ce genre de choses. Ou un tiers, voilà. Donc, voilà. Donc l'anarcho-capitaliste, c'est l'anarchisme le plus cohérent avec lui-même. Il a le mérite d'être totalement dégueulasse, mais d'avoir la franchise et d'être totalement franc et cohérent avec le projet de société. C'est-à-dire qu'ils sont anards jusqu'au bout. Ils veulent pas d'État, ils veulent pas de collectivité publique. Voilà. Ils assument l'anarchisme jusqu'au bout. Ils sont capitalistes jusqu'au bout. Puisqu'ils ne veulent pas de l'État qui permet quand même de nationaliser les moyens de production. Je rappelle que sans État, vous êtes livré pieds et poings liés au capital. Il y a les anarcho-capitalistes que j'aime. Non, les anarcho-syndicalistes, pardon. Les anarcho-capitalistes, j'aime bien me foutre de leur gueule. Les anarcho-syndicalistes, je les aime bien. Les anarcho-syndicalistes parce qu'ils sont étatistes sans le savoir. Les anarcho-syndicalistes. Donc ceux qui sont anards mais avec des syndicats. C'est la variante syndicalisme révolutionnaire de l'anarchisme. Donc dans le courant du socialisme libertaire, vous avez des anarcho-collectivistes, vous avez des mutualistes qui refusent le collectivisme, et vous avez des anarcho-syndicalistes qui veulent collectiviser mais autour des syndicats. Donc les anarcho-syndicalistes, ils veulent pas d'État, mais ils sont étatistes. Pourquoi je dis ça? Parce que ce qui remplace au final l'État, dans leur pensée, c'est le syndicat. Et le syndicat reprenant toutes les fonctions sociales à la place de l'État, c'est-à-dire, je veux bien que le syndicat puisse faire s'occuper qu'on ait des syndicats pour les métallos, qu'on ait des syndicats pour les agriculteurs, je sais pas, les profs, les médecins, donc des domaines du service public, qu'on ait pour l'agriculture, pour la métallurgie, pour la menuiserie, pour que sais-je encore, la production céramique, la production textile. Mais en plus, outre les fonctions sociales de l'État que vous avez avec la santé, l'instruction, vous pourriez mettre la justice et la police. Et donc, à terme, vous pourriez avoir un système qui, ayant flingué l'État, mais ayant remplacé toutes les fonctions de l'État, mais le syndicat ayant remplacé finalement toutes les fonctions de l'État, le syndicat devient lui-même une forme de grande centrale syndicale qui, centralisé comme il le devient à la place de l'État, devient lui-même État. Et donc du coup, au lieu d'avoir un anarcho-syndicalisme, vous avez une république syndicale, ou un État syndicaliste, ou une nation syndicaliste, parce qu'il a bien fallu qu'il se structure à la place de l'État. Donc c'est ça qui est assez marrant avec l'anarcho-syndicalisme, c'est que quand c'est que c'est une pensée qui est beaucoup plus structurée dans le socialisme libertaire, qui propose une structure un peu plus établie que des mecs qui veulent mettre leur petite commune autogérée dans leur coin, en fait. Puisque c'est le syndicat. Le syndicat, c'est une structure qui, relativement, peut se centraliser autour de branches d'activité ou autour d'un ensemble interprofessionnel. Et donc, du coup, c'est une organisation qui est beaucoup plus centralisée que ça. Et donc, du coup, c'est-à-dire que l'anarcho-syndicalisme potentiellement peut finir par recréer un État sans donner le nom d'État à ça. Enfin, c'est-à-dire que c'est assez marrant et il faut être assez hypocrite pour dire que le syndicalisme, poussé jusqu'au bout, si on met toutes les fonctions sociales en l'absence d'État, si c'est les syndicats qui se chargent de ces fonctions sociales de l'État, bah, le syndicat finit par potentiellement pouvoir devenir un État. Il faut dire les choses. Voilà, donc voilà, je suis assez critique des anarcho-syndicalistes parce que ils sont plutôt marrants. Voilà. Vous avez l'anarcho-mutualisme. Alors, on va parler de Proudhon. Et c'est vrai que Proudhon, c'est un gars assez particulier. Je vais faire un retour sur Proudhon.
Proudhon, c'est quelqu'un qui est anticommuniste, qui est anti-collectiviste, qui est anti-marxiste, mais qui se prétend aussi anticapitaliste et antilibéral. Oui, ça fait un peu troisième voie, ce truc. Enfin, qui est contre l'approche marxiste des choses, en tout cas, qui approche... voilà. Proudhon, c'est un homme qui est assez particulier, bon, parce qu'il a une théorie économique, euh, il a des analyses économiques qui peuvent potentiellement être intéressantes sur certains aspects, mais Proudhon, c'est également un horrible réactionnaire. Proudhon, c'est quelqu'un qui est qui est contre l'État, qui est anti-républicain. C'est quelqu'un qui est pour l'esclavage des Noirs, qui considère qu'un homme doit imposer le respect à sa femme, y compris par des coups. Hein, c'est les femmes battues. Hein, pour les anarcho-féministes et tout ça, enfin anarcha-féministes, voilà, Proudhon, c'est quelque chose. Terriblement antisémite. C'est-à-dire qu'il y a antisémite et antisémite. C'est pas pour nuancer l'antisémitisme, mais il y avait des antisémitismes et beaucoup d'antisémitisme au 19e siècle. Mais dans le cas de Proudhon, ça allait jusqu'à dire que les juifs, il fallait soit tous les tuer, soit c'était l'extermination. Donc, vous voyez poindre le petit, voilà. Soit qu'il fallait tous les expulser hors d'Europe. Bon, en fait, un petit moustachu autrichien devenu allemand aura des idées similaires vis-à-vis des populations juives. C'est pour ça que j'aime bien dire qu'entre la chemise noire et le drapeau noir et la chemise noire, il y a parfois qu'un pas. Euh, donc c'est l'esclavage, c'est la volonté de garantir le maintien des Noirs en esclavage, Proudhon. C'est-à-dire que oui, pour ceux qui me parlent de l'anarchisme comme lutte contre l'oppression, bon, voilà. C'est le fait qu'un homme doit pouvoir imposer le respect à sa femme, y compris par les coups. C'est l'antisémitisme, c'est l'opposition au droit de grève et l'opposition à l'école publique, puisque c'est l'école de la République. Ça, c'est l'aspect réac du mec. Bon, c'est peut-être pas tous les mutualistes qui adopteraient les positions de société de Proudhon, qui sont même des positions qui sont critiquables, non pas seulement en tant que position de société, mais en tant que position civilisationnelle, parce que quand on est pour l'esclavage, ou qu'on ait des propos qui sont de l'ordre d'inviter au génocide de toute une population, bon, voilà, sur base plus ou moins ethnique, euh, dans le cas de Proudhon, bon, voilà, enfin c'est même pas religieux chez lui, je pense que c'est plutôt ethnique. Bon, voilà. Il y a quand même une haine des juifs qui est quand même très forte chez Proudhon. Euh, un refus du droit de grève, qui considère qu'il n'y a pas plus de droit de grève que de droit à l'adultère, Proudhon. Un refus de l'école publique parce que ça renforce l'État. Donc voilà, c'est un service public, une avancée sociale qui est l'accès à l'instruction, au fait que les gens des classes populaires puissent lire, écrire, compter gratuitement, puissent avoir un certain minimum de culture générale qui permet l'émancipation citoyenne. Et bien, vouloir condamner ça parce que ça renforce l'État, faut être un imbécile total. Hein. Et le mutualisme, c'est ce qu'on pourrait appeler un socialisme petit bourgeois. Le mutualisme, c'est l'idée d'association de petits producteurs. Et donc, il faut avoir un capital de base suffisant pour pouvoir être émancipé dans ce système. Donc, ça s'adresse surtout aux petits bourgeois. Ça ressemble plutôt. J'ai plutôt tendance à dire que ça ressemble un peu à une forme de compagnonnage dans le système corporatiste d'Ancien Régime. Enfin, j'exagère peut-être au niveau des analogies, mais le mutualisme, c'est des sociétés de crédit mutuel, des sociétés d'assurance mutuelle, des sociétés de bourse du peuple et des banques du peuple. Et donc, c'est ce que certains appellent du socialisme par en bas, c'est-à-dire vous créez des caisses, voilà, vous créez des trucs, mais faut surtout pas que l'État intervienne en fait. Enfin, faut surtout pas collectiviser la propriété du bourgeois. Faut créer des mutuelles qui remplacent l'économie libérale par le bas, bon, par ces petits fonctionnements de petits producteurs qui s'associent entre eux. Voilà, même s'ils finissent par se faire concurrence et se faire bouffer entre eux, bon voilà. Euh, on a ça, ouais. Pour aller plus large, ça c'est l'anarcho-mutualisme spécifiquement.
Parce que je vais venir à d'autres courants socialistes libertaires qui sont plus collectivistes, comme les anarcho-syndicalistes et les anarcho-collectivistes, anarcho-communistes, enfin, communalistes, tout ce que vous voulez, parce que ceci se repose sur l'idée d'autogestion. L'idée d'autogestion, elle est un peu problématique, confuse, en réalité. Euh, Pourquoi elle est confuse? Parce que, bon, déjà, vous pouvez pas totalement autogérer sans hiérarchie une économie. Quand vous devez planifier une économie, il faut fournir des cadres, il faut fournir des gens compétents, des gens qui donnent des directives, des gens qui commandent. Donc vous ne pouvez pas faire un système qui est totalement autogestionnaire sans hiérarchie du tout. Oui, enfin, c'est-à-dire que si vous refusez les nationalisations parce que vous refusez l'État et que vous voulez faire que des coopératives et une collectivisation par la base, ben vous oubliez que les grandes entreprises, les secteurs stratégiques, tout ce qui est réseau, comme les réseaux d'énergie, ça a besoin de nationalisation parce qu'à cette échelle-là, en termes de gestion, ça risque d'être un peu compliqué. Je vous prendrai l'exemple des centrales nucléaires, parce que si vous faites fonctionner des centrales nucléaires par un modèle autogéré ou ultra local, enfin, vous verrez que vous occupez pas, ou des routes, tout ce qui est réseau d'énergie, tout ce qui est réseau de transport, si vous n'avez pas de centralisation pour gérer tout ça, eh ben, parce que vous refusez la centralisation par principe, eh ben, ça finit par être complètement bordélique en termes de gestion. Et donc, vous finissez, si vous voulez utiliser le nucléaire, bon, j'imagine qu'il y a des anards anti-nucléaires un peu naïfs, bon, ça finira par utiliser des centrales à charbon pour produire l'électricité, ou des éoliennes qui produisent rien, ou des panneaux solaires, faut mieux pas habiter en Bretagne, on va dire. Ben, elle finit par imploser en fait. C'est-à-dire que si vous n'avez pas une gestion correcte d'une centrale nucléaire parce que vous vous comportez comme un nanar, et ben votre centrale nucléaire, comme vous n'avez pas su la gérer, elle implose. Parce que vous avez pas voulu avoir de cadre pour gérer, je sais pas, les horaires de pause, les horaires de vacances, les horaires pour faire tourner le personnel. Parce que ouais, faut qu'il puisse se reposer le personnel, mais si vous n'avez pas organisé un minimum les trucs, ben, et que vous ne gérez pas correctement, je prends l'exemple d'une centrale nucléaire, mais ça peut être d'autres trucs, et ben, ça finit par ne pas fonctionner. Bon, outre le fait, oui, sinon, ben, vos petites coopératives, parce que vous avez refusé les nationalisations, vous ne pouvez pas les généraliser à l'infini au niveau des GE, des secteurs stratégiques, tout ce qui est réseau. Si vous refusez les nationalisations au nom de la seule économie sociale et solidaire ou les seules coopératives, elles finissent par se faire bouffer par l'économie de marché. Euh, de façon moins libertaire, c'est un peu ce qui s'est passé avec Tito en Yougoslavie, qui a voulu faire un socialisme autogestionnaire de marché. Bon, il a avoué le principe. Il s'est ouvert aux investissements américains et le socialisme, il n'a pas duré longtemps, outre le fait qu'il persécutait les communistes. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Euh, Alors, historiquement, cela dit, les anards se sont quand même organisés de façon un peu plus conséquente que leur théorie ne laisse supposer. Mais dès lors qu'ils étaient organisés, ils étaient des agents de la réaction. Makhno, qui était l'ennemi des bolcheviks, qui s'est levé contre les armées rouges. Hein, voilà. Certains disent oui, il s'est aussi élevé contre les armées blanches, mais il s'est levé contre l'Union soviétique, qui n'avait pas besoin de ça. Hein, pas besoin d'une ordure comme Makhno dans les pattes, en fait. C'est un ennemi du parti, c'est un ennemi des bolcheviks. C'est un mouvement anti-bolchevique, la Makhnovtchina. La Makhnovtchina. Voilà. Les makhnovistes sont des ennemis des bolcheviks. À ce titre, ce sont des contre-révolutionnaires. Idem, vous avez l'Espagne, qui s'est organisée, mais pour poignarder la République espagnole dans le dos, alors qu'il y avait le Frente Popular, qui avait un front populaire, comme en France avec le Front populaire, et que les communistes étaient en train de gagner des points. Voilà. Donc ça, ils ont ainsi été les idiots utiles de Franco, voire peut-être même les complices. Hein. Le mouvement Anar s'est fait au bénéfice du franquisme. Voilà. Quand le POUM quand le POUM avec les trotskistes et d'autres entre guillemets marxistes, gauchistes, s'organisent avec les anards de la CNT contre le PCE
et le PSOE de l'époque, qui eux étaient socialistes, respectivement socialistes et communistes à l'époque, qui étaient réellement du côté des travailleurs, quand les gauchistes s'organisent contre eux, ils s'organisent contre le progrès historique qui a été cette République espagnole qui s'est faite finalement enterrée par Franco, en partie à cause des anards, qui l'ont poignardé dans le dos, qui ont été une épine dans le dos qui a été une épine dans le pied de cette République espagnole qui était de gauche. Voilà. Et je rappellerai cependant aussi que dans le cas de la guerre d'Espagne, les anars n'étaient pas totalement des libertaires dans la façon de fonctionner. Il y avait parmi les anars des systèmes de garde-frontières, semble-t-il. Il semble qu'il y ait des formes de centralisation, de planification et de garde-frontières qui ne ressemblent pas tellement à la théorie anar auquel on assimile les anars, ou la théorie anar en général. Autre chose, un exemple historique, c'est Durruti, un Italien qui est dans les brigades internationales, qui était un anarchiste italien. Lui, quand ces hommes étaient indisciplinés, il n'hésitait pas à les fusiller pour rétablir la discipline, ce qui n'en faisait pas un grand libertaire. Hein, la discipline chez Durruti, c'était pas une discipline qui correspondait vraiment à une conception libertaire des choses, en réalité. Donc dès lors que les anars s'organisent un minimum, c'est plus tout à fait de l'anarchisme dans les faits, en fait. C'est-à-dire que c'est peut-être de l'anarchisme quantique, je sais pas, mais pour quelqu'un de libertaire, déjà, c'est assez problématique s'ils veulent être fidèles à leurs idéaux un peu bizarres, par ailleurs. Cela dit, l'anarchisme n'est pas l'ordre sans État, contrairement à tout ce qu'on dit sur l'anarchisme. Ce n'est pas l'ordre sans État, puisque ils se sont organisés pour faire dès lors qu'ils sont organisés, mais l'ont fait pour faire n'importe quoi. Mais en général, bon, ça marche pas toujours. C'est pas toujours fait pour s'organiser, l'anarchisme. Bon. Donc l'anarchisme, contrairement aux idées reçues, l'anarchisme ce n'est pas l'ordre sans État, ou contrairement à la propagande anarchiste, l'anarchisme ce n'est pas l'ordre sans État, ce n'est pas une société sans domination, ce n'est pas de l'anticapitalisme, et ouais. Bon, déjà, alors, ce n'est pas l'ordre sans État parce que pour avoir de l'ordre, il faut à minima avoir soit un État, oui, parce que l'anarchisme, ce n'est pas l'ordre sans l'État ou l'ordre sans le pouvoir, contrairement à ce que disent les anards, ce n'est pas une société sans domination, et ce n'est pas anticapitaliste. Voilà. C'est ces préjugés-là qui nous viennent, enfin, préjugés auxquels les rares personnes croient, et capables de les croire, sont soit les anards, soit des gauchistes, ou des gens un peu spéciaux qui ont l'air de pouvoir trouver des trucs intéressants dans l'anarchisme. Donc, alors, l'ordre sans l'État et l'ordre sans le pouvoir, ça conduit au désordre et à la tyrannie. Parce qu'en réalité, bon, il y a toujours un pouvoir, mais soit vous le dites, soit vous êtes complètement hypocrite et vous le niez, et donc du coup vous laissez les pires tyrans arriver au pouvoir, soit vous êtes un minimum franc et vous dites qu'il faut quand même un minimum de pouvoir pour organiser la société. C'est une formule assez confuse, d'autant que dans la pratique, bon, on a vu qu'il y avait des anards qui semblaient organiser quelque chose qui ressemble quand même à une forme d'État, mais contre les mouvements socialistes et plus étatiques, on va dire. Donc c'est assez rigolo de ce côté-là. C'est assez bizarre de ce côté-là. Mais une société anard au sens propre, c'est une société dans laquelle il n'y a pas d'organisation sérieuse et du coup vous laissez le désordre et donc le champ ouvert au pire des tyrans voilà, et vous pouvez avoir la première des mafias qui s'organise un minimum, créer son petit despotat local, sa petite baronnie locale, sa petite féodalité locale. Une société sans domination, bon, il y a ce que je viens de dire là, c'est-à-dire un désordre qui peut mener à la tyrannie, c'était pas vraiment ce qu'on appelle une société sans domination. Et quand on voit Proudhon et son rapport aux femmes, aux juifs et aux noirs et à l'esclavage et aux droits de grève, on peut se demander si une société sans domination, et à l'école publique, parce qu'une société dans laquelle vous n'avez pas accès à une instruction gratuite pour l'ensemble des citoyens, dans laquelle l'ignorance règne, vous n'avez peut-être pas la même
émancipation. Enfin, si vous savez, ben, après, ça n'empêche pas de pouvoir réfléchir par soi-même. C'est des gens qui savent pas lire ni écrire, mais qui sont quand même intelligents. Mais la culture, c'est une forme d'émancipation. Ce que je veux dire par là, c'est que la culture, c'est une forme d'émancipation. Et se priver de ça au nom de l'anti-étatisme, ça mène à une société qui n'est pas émancipée. Si vous avez des gens qui savent lire et écrire, d'autres non, ou que vous vivez dans une société primitive parce que les gens n'ont pas appris à lire et écrire, bon, votre société sans domination, non merci. En fait, voilà. D'ailleurs, une société qui pratique l'écrit peut écrire ses lois et elles peuvent être claires et compréhensibles, ce qui évite d'avoir les dominations du coup de poing, du traditionnalisme et de tout un tas de choses qui, bon, sont peut-être pas les choses les plus agréables qui soient dans une société. Anticapitaliste, l'anarchisme, il y a des courants anarcho-capitalistes d'un côté, donc des courants qui sont ultra-capitalistes. De l'autre, quand vous avez des gens qui sont contre les frontières, parce que les frontières et les nations, c'est très méchant, qui sont contre l'État-nation et qui refusent les nationalisations, vous avez en réalité des libéraux, des gens qui sont pour la libre concurrence. C'est une idéologie qui est libérale et antisociale, l'anarchisme. Quand vous sacralisez aussi la liberté absolue, la liberté individuelle absolue, vous créez aussi de nouveaux marchés. Donc c'est l'aliénation bourgeoise dans ce qu'elle a de pire, l'anarchisme. Quand vous dites aussi aux prolos, en fait, en creux, la même chose que les libéraux et les réactionnaires. Les libéraux et les réactionnaires disent à la classe ouvrière, ne prévenez pas le pouvoir d'État. Il est sacré, il n'est pas pour vous. Bande de gueux. L'anarchisme procède sur le, et sur le fond d'accord avec les libéraux et les réactionnaires, mais est quelque peu différent sur la forme. Ne pre- Camarades ouvriers, ne prenez pas le pouvoir. Il est maudit. Donc vous avez là affaire à une idéologie profondément au service du capital. Autre élément, c'est la théorie et la pratique qui oppose un peu les anars historiques et les anars contemporains. À savoir des anars historiques, pour certains, qui agissaient de façon parfois individualiste, avec ce qu'on appelle l'action directe, les attentats, la propagande par le fait, et qui, du coup, pouvaient quand même se targuer d'un peu plus d'anticapitalisme, pour le coup, que les anards contemporains. Quelque chose d'un peu plus ouvrier. Bon, ça résolu. En fait, quand vous tuez un bourgeois, quand vous faites un attentat contre un bourgeois ou un parlementaire, c'est un peu comme l'hydre de Lerne, si vous voulez, dans les travaux d'Héraclès. Et vous coupez une tête, voilà, il en repousse 10. Il en repousse 2, il en repousse 3, il en repousse 10. Parce que quand vous éliminez un patron, vous avez un autre patron qui est concurrent, qui reprend la part, et en fait, vous créez sans arrêt le capitalisme, c'est un système. Et un système, c'est pas simplement des individus qui sont au haut du panier, et il suffit de virer, d'éliminer directement les patrons pour éliminer le patronat. En fait, ceux qui pensent ça sont naïfs. Parce que finalement, vous enlevez les patrons du système capitaliste. Si vous changez pas le système, si vous socialisez pas les moyens de production, dans un système capitaliste, vous pouvez très voir un mec qui a plus de capital qu'un autre parmi des classes un peu populaires, mais qui essaie de voir s'il peut gratter pour devenir patron à la place du patron, comme certains voudraient devenir calife à la place du calife. Et comme le système n'a pas changé, ça a servi absolument à rien. Hein, l'attentat, outre le fait de décrédibiliser complètement le mouvement, de décrédibiliser complètement le mouvement ouvrier, d'assimiler ça à des fous, à des violents, à des gens qui font n'importe quoi, ça ne résout absolument rien. Hein, je parle pour ceux qui font des attentats, les anards qui faisaient des attentats à la bombe. Ça ne servait à rien, mis à part à permettre à la bourgeoisie de justifier une répression du mouvement ouvrier. Mais les anards contemporains sont un peu différents, c'est plus des fêtards, des marginaux. Certains sont plus ou moins drogués, alcooliques. Et pas du genre à être capable de faire ces attentats anarchistes comme le faisaient les anards historiques. Je ne vous dis pas que l'un est meilleur que l'autre, je vous dis qu'ils sont un peu différents. Bon, bah, ça évite des attentats, ça évite des trucs cons, dans le cas de l'anard aujourd'hui, qui est un peu plus folklorique. Certains diront un art de café.
Certains diront punk à chien. Euh, mais vous en avez un, il est un peu plus rigolo et bon, un peu plus dans le libéralisme culturel, et il a aussi ce défaut-là. L'autre qui est plutôt l'anard poseur de bombes, mais il n'y avait pas que ça, enfin c'est un peu plus compliqué que ça. Et en réalité, si on regarde bien aujourd'hui, on a plusieurs types d'anards, si vous voulez, euh, quand on y est. Au final, vous avez les anards lifestyle que je viens de décrire, hein, un art par mode de vie alternatif, donc les piercings, les cheveux colorés, le sarouel, la crête iroquoise, les dreadlocks, donc l'anard un peu à moitié entre le lumpen prolétariat pour ce qui est d'un aspect un peu drogue et compagnie, mais aussi dans le même genre pour ce qui est drogue et compagnie, vous avez le bobo, le petit bourgeois qui veut se donner qui a mal de sensations fortes et qui veut se donner un petit air un peu rebelle, un peu révolutionnaire, ou le bourgeois même. Voilà, vous avez, c'est pas vraiment une pensée qui correspond tendanciellement à la classe ouvrière, si vous voulez. Bon, vous avez aussi des problèmes psychologiques et toxicologiques qui peuvent un peu embrouiller l'esprit, semble-t-il, et mener à ce genre de pensée. Oui, vous avez un milieu petit bourgeois libéral de gauche, euh, voilà, voilà, qui évidemment va pas vouloir renverser le capitalisme, va pas, sinon il serait marxiste voilà, mais qui veut se donner un côté rebelle, révolutionnaire, ouais, enfin, voilà, un peu original. Et vous avez aussi, dans le meilleur des cas, si vous voulez, une pensée politique immature, quelque peu brouillonne. C'est-à-dire des gens qui parlent de démocratie directe, c'est les gens les plus récupérables, c'est-à-dire les gens qui ont un idéal de souveraineté populaire, mais qui imaginent qu'ils sont contre l'oligarchie en brisant absolument toutes les représentations, toutes les organisations, et qui sont une lecture de Jean-Jacques Rousseau qui pourrait être assez naïve, si vous voulez. Jean-Jacques Rousseau, pas Sandrine Rousseau, c'est un peu différent quand même, les deux, faut quand même pas mettre Jean-Jacques Rousseau sur le même niveau que Sandrine Rousseau. Bon, j'arrête les blagues de ce genre-là, mais ça me fait penser quand même à la différence des anards historiques et les anards contemporains, qui tiendraient les uns tenant plus de Jean-Jacques que de Sandrine. Euh, donc vous avez une pensée politique aussi assez immature. Vous avez des gens, ils ont 16 ans, 15 ans, 17 ans. Qu'ils soient anards est peut-être moins grave que s'ils avaient 30 ans ou 50 ans, si vous voulez, en termes de quotient intellectuel, on va dire, ou de santé mentale, ou voilà. Voilà. Vous avez aussi des gens qui sont post-anards, c'est-à-dire qui sont des anards philosophiques et du coup qui ne croient pas vraiment à l'anarchisme en tant que modèle d'organisation politique, mais qui se disent ouais, mais philosophiquement c'est intéressant. Voilà. Bon, voilà, vous avez différents types d'anards. Ça se rejoint un peu les anards lifestyle, mais peut-être un peu plus mature. Euh, donc voilà, faut quand même faire ces distinctions-là, grosso merdo. Ce qu'on voit avec les anards, c'est que ce sont des faux anticonformistes, des faux rebelles. Et ce qui est marrant, c'est que certains sont sur l'aspect individualisme versus collectivisme. C'est que d'un côté, vous avez des gens qui se veulent anticonformistes et qui auront le pire de l'individualisme libéral. Pour ce qui est de l'égoïsme social et de la superficialité, d'un rapport très superficiel à l'individu, mais un sens collectif quand même, grégaire, un peu limité à la meute et à la bande de potes. Du coup, je suis collectiviste, mais avec ma bande de potes, on va traîner, on va faire un truc, mais il n'y a pas de projet politique, si vous voulez. Voilà. Vous n'avez pas de projet politique sérieux. Et ce qui est marrant, c'est de voir à quel point un certain nombre d'anards sont littéralement des clichés vivants de l'anard punk à chien. Vous avez certainement des gens qui sont peut-être un petit peu différents. Euh, Moi, j'ai croisé un type dans ma ville qui se disait à la fois anard et patriote. Mais du coup, quand je lui ai posé un peu plus de questions, je lui ai demandé comment il concevait s'il y avait des institutions dans son système. Il me disait, ouais, il faudrait qu'on ait un président, qu'on ait peut-être deux, trois, il faudrait qu'on ait telle ou telle assemblée, ou faudrait qu'on ait tel ou tel un parlement, ceci, cela. Et donc, du coup, c'était plus de l'anarchisme, c'était du républicanisme. Mais il semblait confondre, voilà. Et en fait, en réalité,
Ouais, c'était assez bizarre parce que se disaient à la fois conservateurs et patriotes. Ils se disaient en même temps communistes, patriotes, conservateurs et anards. Et du coup, mais ça ressemblait pas vraiment à de l'anarchisme, son truc. Du coup, c'était, voilà. C'est comme si vous me dites Michel Onfray, il est anard, il se réclame de Proudhon. Je sais pas s'il est réellement fédéraliste parce qu'il se réclame un peu de De Gaulle quand même, qui tient plus des Jacobins que des Girondins quand même, malgré le fait qu'au début il n'ait pas été très républicain, puisqu'il est né dans une famille légitimiste, De Gaulle, qu'il a fait là sa thèse une thèse un peu bonapartiste voilà, avec la République, parce que peut-être un peu par pragmatisme, peut-être voilà, un peu par déception vis-à-vis de ce qu'ont donné les anards en termes de collabos, hein, parce que lui a été du côté plus des résistants que des collabos. Mais pour revenir à ça, bon, il y a des gens qui se proclament anards, un peu à la Michel Onfray, bon, un art philosophique, héritage intellectuel, bon, voilà. Et donc, Michel Onfray, par exemple, qui se dit souverainiste, pour le coup, bon, c'est assez marrant parce que je vois pas Asselineau en anarcho-punk, en fait. Euh, ça, c'est une petite boutade parce qu'en fait, quand tu es souverainiste, quand tu es pour la souveraineté de l'État-nation, et c'est là la position véritablement anticapitaliste aujourd'hui, c'est de s'opposer au néolibéralisme, donc aux institutions supranationales qui empêche toute sortie du néolibéralisme. C'est-à-dire l'UE, l'Euro, l'OTAN, le FMI, l'OMC. Il faut sortir toutes ces organisations supranationales. Pour ça, eh ben, il faut avoir une réponse positive. Il faut affirmer l'État-nation. Bon, l'anarchiste ne va pas affirmer l'État-nation en tant que projet politique. Il va vouloir abolir l'État. Donc en réalité, ça sera qu'un rebelle de comptoir. Je suis désolé, mais les anards ne sont pas des anticapitalistes, ce ne sont pas des socialistes ou des communistes sérieux quand ils se prétendent comme tels, et il faut les considérer comme des adversaires politiques et non comme des alliés. Je ne vois pas en quoi des gens qui veulent abolir les frontières, qui veulent abolir l'État et donc les services publics avec, qui veulent pas nationaliser, qui veulent pas organiser un parti et encore moins un parti d'avant-garde. Certains ont le mérite d'être syndicalistes, d'autres rejettent les syndicats. Bon, certains sont dans des modes de vie un peu alternatifs qui en réalité sont totalement intégrés au système capitaliste. Quelqu'un qui se met des piercings partout sur la tronche, qui se drogue, qui boit qui se bourre la gueule, qui se met une crête à iroquoise colorée. En termes de consommation capitaliste, bon, alors que le mec qui a les cheveux courts, enfin, je veux dire, voilà, qui a un mode de vie assez, qui, voilà, qui considère qui a un look assez banal, qui a pas plein de piercings sur la tronche et qui veut pas abolir l'État, en plus, qui veut au contraire le renforcer, bah, le rapport au capital, du point de vue de plein d'aspects, hein, le projet politique, le mode de vie, voilà. Moi, je suis pas pour réduire tout ça au mode de vie, mais en fait, sérieusement, soit vous êtes anticapitaliste, soit vous l'êtes pas. Et je suis désolé, mais quand vous ouvrez tous les marchés possibles au capitalisme au nom de la liberté individuelle ou de la liberté des mœurs, comme le font les anards, parce que les anards sont souvent sur cette approche liberté individuelle absolue, sans limite, ben du coup, voilà, vous menez à rien. Bon, c'est vrai que l'idée des nationaux-anarchistes, ça m'a plutôt fait rigoler, et l'idée des anarcho-royalistes aussi. Bon, les anarcho-féministes et les anarcho-queer, bon. D'où la blague de... Enfin, la blague, pas la blague, mais enfin, le comparatif est assez marrant entre un marxiste-léniniste quelque peu stalinien, et un anarcho-queer. Camarade, qui vas-tu soutenir pour lutter contre le capitalisme? Ah bon, moi, à mon avis, le marxiste-léniniste un peu stalinien sur les bords, quoi que vous puissiez le critiquer par ailleurs, est plus à même de renverser le capitalisme que l'anarcho-queer. Enfin, c'est pas avec des drapeaux, le drapeau noir et avec le drapeau LGBT que vous allez renverser le système capitaliste. C'est avec le drapeau rouge de la classe ouvrière. Et j'ajouterai avec le drapeau tricolore de la nation française, de la République et de la nation française, parce que on est dans une situation où on subit la mondialisation néolibérale, où il faut qu'on retrouve notre souveraineté, et ben, je suis désolé, mais le système le plus juste qui soit en termes de loi, en termes d'isonomie, d'égalité devant la loi, ce n'est pas un modèle fédéral girondin, c'est un modèle jacobin
républicain. Alors, j'ai cru comprendre qu'il y avait plusieurs... Pour en revenir, si vous voulez, au rapport au territoire que pourraient avoir les anards, j'ai cru comprendre qu'il y avait ceux qui étaient individualistes jusqu'au bout, donc qui ne concevaient même pas l'organisation du territoire du point de vue du fédéralisme, parce que fallait peut-être même pas de collectif du tout. Hein, voilà. Qu'il y avait des gens qui voulaient vivre dans des petites communautés autonomes, limite autarciques, donc pour ceux qui veulent critiquer la nation comme protectionniste au nom de la liberté individuelle, bon, voilà, je sais pas si c'est non plus un projet non plus. Les communautés totalement autonomes, autarciques. Euh, et il y a ceux qui veulent une fédération de communes, mais là c'est vraiment le projet girondin dans lequel vous avez une égalité en droit à travers voilà, cette organisation-là. Alors je ne sais pas jusqu'où ils veulent l'étendre leur fédération, au niveau mondial, au niveau européen pour ceux qui seraient europhiles, et donc des traîtres, ou au niveau national, bon, faudrait donc ils affirmeraient peut-être une forme d'État-nation. Bon, c'est-à-dire que c'est vrai que qu'en termes d'organisation des territoires, il n'y a aucun projet et en termes d'organisation tout court, il n'y a aucun projet ANAR qui est un minimum structuré de façon intelligente, en fait. Il faut dire les choses pour garantir l'égalité en droit. Le principe d'égalité en droit, vous ne pouvez pas le trouver avec un système ANAR. Songez que les Américains et les Allemands ont un système fédéral. Là, nous, en France, on a un système unitaire, centraliste, dans notre façon de fonctionner au niveau du droit. Bon, on a des exceptions avec l'Alsace et la Lorraine pour l'Alsace-Moselle, pardon, l'Alsace-Moselle et la Guyane pour l'application de la laïcité avec le système de concordat qu'il faudrait d'ailleurs supprimer. Les régions qu'il faudrait supprimer aussi parce que ça nous coûte un coup de pognon de dingue, ça millefeuille administratif et ça trahit la nation au nom de l'Union, avec les euro-régions, avec l'Union européenne, avec tous ces montages-là. Mais voilà, vous avez des pays comme les États-Unis, vous avez des États où la peine de mort est appliquée, d'autres où la peine de mort n'est pas appliquée. Donc vous changez d'État, vous changez de loi. Enfin, ceux qui s'en sortent le mieux pour tricher avec la loi, c'est les riches. Hein. Ceux qui peuvent voilà, jouer soit parce qu'ils ont de meilleurs moyens de transport, soit parce qu'ils peuvent payer un agent douanier, enfin, s'il y a des douanes entre des États, bon, à supposer qu'il y en ait, mais soit parce qu'ils oui, se permettent de faire le voyage avec les provisions, de penser à ça, en fait, de s'organiser un voyage. Bon, ceux qui peuvent jouer le mieux sur de grandes distances, en général, c'est pas les prolos. Hein. Les prolos sont pas les plus gros globetrotters, en fait. Les plus gros globetrotters, ceux qui peuvent se permettre davantage, avoir les moyens de voyager, c'est les bourgeois. Hein, le prolo, il n'a pas le choix d'être patriote, il n'a pas le choix d'être patriote parce que il y vit dans son pays. Il y vit dans son pays, il n'a peut-être pas les moyens de voyager autant que le bourgeois qui, lui peut se permettre d'être cosmopolite et même de trahir son propre pays. Le prolo, il est forcément, il subit. Il subit, mais il aime son pays parce que justement, en général, il est conscient d'une chose, c'est que si on lui retire ça, il est, il est totalement à poil. Voilà. En général, je donne une tendance générale. Après, il y a des gens qui sont aliénés par une conception du cosmopolitisme bourgeois, voilà, même parmi les prolos. Mais bon, normalement, là. Donc voilà, l'anarchisme n'est pas une pensée sérieuse, c'est même une pensée ennemie du socialisme et de la lutte des classes, et de la République et de la démocratie, en fait. Voilà, donc c'est une forme de gauchisme à rejeter. Nous verrons plus tard les autres formes de gauchisme. Sur ce, camarades et citoyens, camarades et citoyennes, raison, égalité, solidarité ou la mort, nous vaincrons. Ciao. Pour la victoire du prolétariat.